Secret, terrain. Bonjour et bienvenue sur Secret de terrain. À travers ce podcast, des chercheurs, des chercheuses nous emmènent sur leur terrain et partagent avec nous leurs expériences et leurs rencontres. Secret de terrain est une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média de Conversation France. Le 10 mars 1959, Lamo Dongdup, plus connu sous le nom de Tenzin Gyatso ou sous son titre de Dalai Lama, quitte le Tibet, envahi par la Chine. Il trouve refuge dans le nord de l'Inde, à Dharamsala, suivi de quelques 80 000 Tibétains. On compte aujourd'hui environ 6 millions de Tibétains dans le monde. Si la majorité vit en République populaire de Chine, une diaspora de près de 150 000 personnes réside en Inde et au Népal, mais aussi en Europe. Pour cette diaspora, Dharamsala demeure la ville symbolique, celle de l'exode, et le Tibet, le pays perdu, celui des origines, celui de l'imaginaire. Au fil des années, le combat politique des Tibétains s'est aussi traduit par une reconquête identitaire et la valorisation d'un riche patrimoine culturel. La musique y tient une place majeure. Mais que valoriser ? Qu'est-ce qui est authentique ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est en enquêtant sur ces questions, mêlant identité et art, que l'ethnomusicologue Chloé Lukasiewicz se retrouve dans un bus pour le Tibet. Alors j'étais à Chengdu, donc c'est la capitale de la province du Sichuan, donc une des provinces chinoises. Et donc dans cette province, en fait, il y a des bouts du Tibet qui ont été intégrés à certaines provinces lors de l'invasion et de la répartition géographique du Tibet, etc. Et donc Chengdu, je pars, il était très tôt, il faisait encore nuit, et j'étais toute seule avec mon sac à dos, je venais d'être déposée par le taxi, et toute seule à pas trop savoir finalement où j'allais. Enfin, c'est toujours une sensation un peu particulière la première fois, mais du coup posée dans mon bus, de la seule personne occidentale ou touriste, parce que y a peu de monde qui connaît Bawa, donc là où je voulais aller. Et donc dans ce bus, je me retrouve au milieu de plein de gens. Alors des personnes chinoises, il y avait des Tibétains aussi. Finalement assez peu de Tibétains dans le bus, à l'aller. Je crois qu'il y en avait 2-3 vraiment à l'avant, et tout le reste du bus était rempli de Chinois. Et donc là, on part, c'est la nuit, on voit pas très bien, mais le soleil commence à se lever, on commence à voir un peu la route, les grandes routes, un peu comme en Inde d'ailleurs, où il y a vraiment rien, ou que des buildings. Enfin, c'est... Au bout d'un moment, on voit qu'il commence à y avoir des montagnes, que les arbres sont pas les mêmes, les fleurs qu'on voit sur le côté non plus, ça change. Et puis je commence à voir des gens qui portent la tenue traditionnelle tibétaine, la chupa. Je vois que les magasins ou les choses, ça commence à être écrit en tibétain. Et il y a vraiment eu un moment où ça y est, on y est quoi. Enfin, c'est le Tibet. Et là, il y a un truc quoi, parce qu'on se dit, ça fait super longtemps que je travaille dessus. J'en ai entendu parler, ça fait une émotion énorme. Et je crois que j'ai pleuré dans le bus, mais c'était chouette. Et donc voilà, il y a ces vallées encaissées, on est encore bas en altitude. Et je vois que ça commence à parler tibétain autour, avec toujours cette musique chinoise dans le bus. Donc c'était un peu bizarre comme sensation d'avoir une espèce d'ovni chinois qui rentre au Tibet. Le paysage n'allait plus du tout avec ce qu'on entendait dans le bus. Et voilà, donc arrivé à Bawa, alors qu'on venait de passer plein de paysages différents en haute altitude, des montagnes complètement encaissées avec des énormes rivières. On avait vu des yaks, c'était la première fois que je voyais des yaks aussi, j'en avais jamais vu. Et avec des chevaux aussi, des grandes tentes blanches avec les drapeaux tibétains, les lungtas on rentrait vraiment dedans. Et arrivé à Bawa, ça faisait vraiment Las Vegas. Il y avait des lumières partout, vraiment colorées, avec des grands lampadaires, avec du bleu, du jaune, du rouge, des grosses statues d'aigle. On arrive là, c'est vraiment spécial par rapport à tout le reste du voyage.
Et du coup, grande lumière, il est 10h du soir, tout le monde est dehors, c'est la fête, enfin, il y a plein de magasins, Nike, Adidas, machin, enfin, je m'y attendais pas à découvrir une ville. Donc du coup, c'est une des grosses villes de ce coin-là du Tibet, dans le Kham. C'est une des villes qui est très connue, notamment pour ses répertoires avec de la vielle, dont j'avais entendu parler en 2018 dans mon terrain en Inde avec des réfugiés tibétains originaires de cette localité-là. Et donc voilà, dans la ville, en fait, on a des énormes statues avec des gens qui jouent de la vielle en costume, on a des peintures sur les murs, il y a même dans la ville, les lampadaires sont des vielles, des fois. Enfin, c'est l'instrument vraiment typique, c'est la vielle, et elle est partout. Et du coup, en fait, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le gouvernement chinois local veut développer le tourisme. Donc c'est une ville qui est extrêmement touristique. C'est pour ça qu'ils ont refait complètement la ville, que ce soit au niveau des infrastructures, de la lumière, etc. etc. Et il y a beaucoup d'hôtels, mais c'est que des touristes chinois qui viennent. C'est du tourisme interne. Et j'ai passé un très bon séjour, notamment grâce à cette amie qui gérait le guest house où j'ai logé, qui est venue me chercher à l'arrivée à Bawa. Et c'est grâce à elle aussi que j'ai rencontré mon professeur de vielle. Et donc cette fille-là, Kelsang, elle s'appelle Kelsang, c'est une Tibétaine mais qui a grandi à Chengdu. Quasiment, elle a fait toute sa scolarité à Chengdu. Et elle a un rapport très nostalgique, très personnel à la musique, à la danse. Elle était contente de pouvoir elle-même redécouvrir en fait sa culture de son village, quoi, de sa ville. Et ça, c'était quelque chose qu'on a partagé toutes les deux aussi. Et puis c'est la seule personne aussi qui parlait anglais avec moi. Et le tibétain de Bawa, il y a une origine commune, c'est le tibétain, mais ça se prononce vraiment différemment de celui que j'ai appris à l'INALCO. Donc c'était une personne très importante pour moi aussi, parce que des fois je comprenais pas toujours ce qu'on me disait. Et c'était précieux de pouvoir compter sur elle pour développer mon réseau, et ça a été vraiment bénéfique de l'avoir auprès de moi. Voilà. De ce que j'avais appris dans mon précédent terrain en Inde, parce que la question pour moi c'était de voir que sont devenues les musiques du Kham, qui est une région énorme. Alors le Tibet ça fait 5 fois la France, hein. Il y a le Kham, l'Utsang et l'Amdo, et en fait en exil c'est surtout la culture de l'Utsang qui a été patrimonialisée, institutionnalisée, et voilà, par exemple en exil le symbole musical du Tibet c'est plutôt le luth. Alors que quand on voit la prégnance de par exemple la vielle à Bawa, on se dit légitimement, comment les gens de Bawa qui viennent de Bawa peuvent se sentir concernés par ce répertoire au luth qui ne se joue pas du tout dans ce coin-là. Enfin, c'était les questions que je me posais. Où sont les autres musiques du Kham, qui moi m'intéressent plus le Kham parce que je suis chanteuse de base et les techniques vocales du Kham sont dingues. Enfin, moi ça me passionne. La technique vocale de certaines localités sont vraiment... Je comprends pas vraiment comment ça marche, mais ça me touche beaucoup. Donc c'est pour ça, j'avais choisi le Kham en partie pour ça, en particulier. Et donc, c'est en cherchant où étaient ces musiques du Kham, qui les préservait, comment on faisait, est-ce qu'il y en avait encore? Parce que au début de mon terrain en 2018, je suis arrivée en Inde, on m'a dit non, mais nous, on fait plus ça se fait plus, puis les anciens, ils sont morts, et puis voilà. Donc, je me suis dit, mince, je suis venue sur le terrain, et en fait, il n'y a plus rien.
j'étais partie sur l'idée que c'est aussi signifiant, en fait, le fait qu'il n'y ait plus rien. Mais en fait, c'est pas qu'il n'y avait plus rien, c'est qu'on le voit pas. C'est qu'il faut creuser, il faut aller dans des réseaux qui sont plus réseaux militants ou réseaux politiques. Parce que le Kham est connu pour être une région où il y a des guerriers, ou notamment avec l'invasion du Tibet, il y a eu le Chusikanjuk. C'était en gros une armée informelle, en gros pour simplifier, du Kham. Et donc, c'est un peu un imaginaire aussi qui est resté en exil. Et c'est grâce à des réseaux comme ça que j'ai rencontré des gens de Bawa. Et ça tombait bien parce que Bawa, c'est une ville où il n'y a pas besoin d'un visa particulier. Parce que ce qu'on appelle la région autonome du Tibet aujourd'hui correspond pas du tout à ce qu'est le Tibet réellement. Et en gros, ce que vous voyez sur la carte, c'est qu'un tout petit bout de ce que c'est le Tibet. Donc voilà, la Vielle, en fait, j'y suis venue parce que je cherchais ces musiques, pas disparues, mais un peu fantômes, qu'on connaît quand on est vraiment dans le réseau, quand on connaît les gens, quand on participe aux fêtes des gens de ce coin-là. Et là, on découvre effectivement que c'est un répertoire énorme, et les bâchés sont devenus en fait un répertoire. Les bâchés, donc les chants de Bawa, ou avec lesquels on fait aussi de la danse, sont devenus un répertoire patrimonialisé en exil, qu'on représente peu. Mais voilà, les artistes en exil connaissent parce qu'on leur a enseigné, parce que c'est quelque chose qui est vu comme un répertoire on est fier quand on danse ça, c'est vraiment symbolique du Kham avec les hommes très grands, très forts, très puissants. C'est tout un imaginaire qui va avec les bâchés et la vielle qui accompagne ces chansons-là. En fait, le terme bâché en tibétain regroupe un ensemble de pratiques musicales en fait qui ne se ressemblent pas. Par exemple, pour moi, un bâché, c'est un bâché traditionnel, entre guillemets, ça va être ça. C'est le cercle, les hommes qui jouent la vielle, les femmes qui font les grands gestes avec leurs manches super longues, roses. Donc il y a un aspect visuel qui est très impressionnant dans les bâchés. Un bâché, ça peut aussi être juste un chant sans la danse, on peut appeler ça un bâché. Ça peut être aussi une musique pop basée sur la vielle. Donc c'est pour ça le soir, en fait, à Bawa, tous les soirs, il y avait sur la place centrale, tout le monde se retrouvait pour danser. Alors, la vielle, du coup, elle est faite en bois. Déjà, c'est pas forcément évident, mais alors ça, en fait, il y a des gens qui appellent ça un violon tibétain, mais ça se porte pas du tout comme le violon. On la cale dans le creux des hanches. En fait, il faut imaginer une espèce de tube en bois sur lequel on a tendu une peau de chèvre. Donc ça fait caisse de résonance. Donc il y a ce tube en bois et en peau sur lequel on a mis un chevalet en bois. Ça, par contre, c'est comme nous avec le violon, le violoncelle, on a des chevalets. Et donc dans ce tube, il y a un manche qui est planté, et la vielle de Bawa, donc de ce coin-là, elle a 2 cordes. Donc il y a 2 molettes. Alors l'instrument peut être en bois un peu verni, assez brut, ou alors on peut mettre plein de couleurs, on peut avoir des dragons ou des chevaux sculptés en bois dessus, après, tout dépend du prix qu'on veut mettre dedans. Mais au niveau du son, on a aussi l'archet, du coup, qui est intégré entre les cordes, donc en fait, on peut pas retirer l'archet, et voilà, on a tout le temps l'archet plus la vielle, tout le temps ensemble, quand on joue de cet instrument. J'ai rencontré Gen Dashila, donc qui est un artiste
artiste assez connu, pour pas dire très connu dans la région du Kham, mais aussi la télé de Chengdu, donc de la capitale du Sichuan, la capitale chinoise de la province du Sichuan. La télé était venue l'interviewer pendant que j'étais là, et donc ils ont fait tout le trajet que moi j'ai fait en bus. Bon, eux, ils l'ont peut-être fait en avion, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont fait le déplacement pour le voir, pour faire une émission avec lui. Et donc, c'est un artiste connu qui a gagné des prix aussi décernés par le gouvernement pour la préservation de la culture, des cultures des minorités, hein, comme ils disent en Chine. Et donc, il a pu, grâce à l'argent gagné avec ce prix, construire sa maison et créer son atelier de lutherie. Parce qu'en plus d'être artiste, il joue de la vielle, mais en plus, il fait ses vielles. Donc voilà, c'est une personnalité très connue à Baoa, et quand je suis venue et que j'ai dit, bah voilà, je voudrais apprendre un peu les musiques de chez vous, de Baoa, donc cette fille, Kelsang, que j'ai rencontrée, qui était la gérante du guest house où j'étais, elle m'a emmenée tout de suite auprès de lui, et elle a fait l'intermédiaire, elle lui a expliqué pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je voulais faire, et lui tout de suite, bah, il a dit oui, y a pas de souci, et du coup, bah, le lendemain de mon arrivée, j'ai commencé à avoir des cours avec Gen Tashila. Et pour moi, c'était important, vu que je suis quand même privilégiée de pouvoir aller au Tibet, parce que voilà, les Tibétains, pour la plupart, ne peuvent pas retourner au Tibet ou ne veulent pas tant que le Tibet n'est pas libre. Donc c'est un choix politique ou une contrainte, parce que voilà, juste on n'a pas le visa. Moi, j'ai des amis tibétains qui ont essayé de retourner au Tibet et qui n'ont pas pu. Donc voilà, c'est des situations compliquées. Et moi, j'estime que je suis vraiment chanceuse en tant que femme occidentale, française, qui a eu son visa, tout ça, d'avoir l'argent pour y aller aussi. Donc pour moi, sachant tout ce que ça représente, le Tibet, pour mes amis qui sont en exil, avec qui je suis en contact sur Facebook ou Instagram, tous ces réseaux-là, c'était important pour moi de donner des images, de faire des petites vidéos, de montrer les choses, enfin voilà, c'était quelque chose, j'étais contente de pouvoir partager, et j'avais prévu de ramener des petites choses comme des fleurs, des bouts de terre ou des cailloux qui venaient de là-bas parce qu'on me l'a demandé. Donc ça, c'était des petites choses qui étaient assez faciles à ramener dans un sac, tout ça. Mais j'ai un ami qui s'appelle Sonam Tsering, qui est luthier, artiste à Dharamsala, qui est plutôt... voilà, il sait faire tous les instruments de musique tibétains, comme surtout le luth dranien. Il en fait des grands, il en fait des petits qui ressemblent un peu à des ukulélés. Il fait aussi des vielles, mais quand il a vu que j'étais à Baoa, donc Baoa qui est connu pour ses vielles et son répertoire des bâchiers, il m'a dit écoute, est-ce que ça te dérangerait pas de me ramener une vielle, parce que j'aimerais bien les recopier, les imiter, parce qu'il dit voilà, nous en exil on fait les vielles d'une telle manière, mais c'est plus très authentique, et puis les vielles, elles viennent souvent de la région de Utsang, alors que ça, c'est une vielle de Kham, et ça serait intéressant d'en avoir une. Dis-moi combien je te dois, je te paye, ramène-moi une vielle s'il te plaît. C'est en octobre 2019 que je suis retournée à Dharamsala. Donc j'ai retrouvé mes amis, mes habitudes, et notamment cet ami Sonam Tsering, à qui j'avais dit que voilà, j'ai la vielle, on se retrouve dans un restaurant qu'on connaît les deux. Et du coup, j'ai pu lui donner la vielle. Et voilà, lui était très content de pouvoir récupérer cet instrument qu'il veut recopier, voir... du coup, on a un peu discuté sur pourquoi cette vielle elle est si particulière. Et en fait, on sait pas trop... Enfin, pour lui, le son est vraiment différent. Il a commencé à jouer dessus, il s'est dit, mais sûr, il y a quelque chose, mais il sait pas qu'est-ce qui est différent. Allez. Alors voilà, est-ce que c'est l'aura
qu'il y a du fait que ça vient du Tibet, qu'il y a tout le trajet, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le bois? Parce que le bois qui pousse au Tibet et le bois qui pousse en Inde. Puis d'ailleurs, les luthiers tibétains, par exemple Dharamsala, n'utilisent pas le bois local. Ils vont acheter des bois qui viennent d'Indonésie ou du bois de rose ou des choses comme ça. Enfin, le bois déjà est différent, le climat est différent, enfin même le vernis utilisé, enfin c'est un peu la question des Stradivarius aussi chez nous en Occident. C'est pourquoi un violon Stradivarius on le reconnaît. Donc là pourquoi une vielle de Bawa on la reconnaît? On sait pas. Est-ce que c'est une question d'organologie? Est-ce que c'est une question de technique? Est-ce que on sait pas. Dharamsala, avec le temps en fait, c'est devenu en fait la capitale des Tibétains en exil, parce que le Dalai Lama, qui est maintenant le chef spirituel, mais c'est plus compliqué que ça parce que le bouddhisme c'est énorme et qu'il ne représente qu'une partie de ce bouddhisme-là tibétain. Mais en tout cas, il est devenu vraiment une figure représentative du Tibet de l'exil. Et il s'est établi là, son temple est là, le gouvernement tibétain est là-bas, les grandes institutions tibétaines, les ONG, tout ça sont vraiment à Dharamsala. Donc au début de la chaîne himalayenne, voilà, on a vraiment cette ville qui est particulière parce que c'est à la fois un peu un îlot sur lequel les Tibétains en exil aiment revenir. C'est là où on va en vacances, quand on vit en France, mais on a besoin d'y retourner. Il y a vraiment cette idée de Dharamsala, il faut y retourner, on a besoin, on resserre les liens avec les amis de l'école, on retourne voir sa famille, on voit les lieux, on va au temple du Dalai Lama, on va se prosterner, enfin, il y a un besoin de retour, souvent, qui est formulé. Mais en même temps, moi, j'adore Dharamsala, mais le truc qui personnellement, je trouve dommage, c'est que c'est devenu une espèce de musée où les touristes sont tous des hippies bouddhistes et qu'ils figent en fait l'identité tibétaine sur les Tibétains ils sont gentils, les Tibétains ils sont bouddhistes et en fait ça fige les gens, enfin les jeunes en particulier. C'est dur de savoir est-ce que j'essaie de correspondre à ça. La pression du regard occidental sur l'identité tibétaine, elle est énorme, parce que justement, dans la reconstruction de l'identité tibétaine en exil, au début, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on va choisir de préserver? Qu'est-ce qui est représentatif de notre culture? Parce qu'on peut pas tout garder. Puisque le Tibet, c'est un endroit, c'est un territoire qui est grand comme 5 fois la France. C'est connu, il y a un espèce d'adage qui dit que chaque village au Tibet avait sa culture, avait des chansons qui lui étaient propres. Mais en exil, ça a complètement changé. Et donc la musique et la danse sont devenus aussi des éléments du patrimoine, de l'identité, pour faire valoir qui on est. Et j'ai une personne que je connais aussi qui est proviseur du TCV, donc le Tibetan Children's Village à Dharamsala, donc une école pour les Tibétains, mais il n'y a pas que des Tibétains, qui m'a dit que la musique, c'est un élément aussi important que le bouddhisme pour se faire valoir en tant que Tibétain, né en tant que Tibétain. Et donc voilà, les luthiers en exil, les luthiers tibétains, jouent un rôle important. Et à Dharamsala, il me semble qu'il y a 2-3 magasins d'instruments de musique, et notamment Sonam Tseling, donc mon ami à qui j'ai ramené une vielle, qui a ouvert, l'année où je suis revenue en Inde, où je lui ai donné la vielle, il venait d'ouvrir son propre atelier, magasin. La musique, c'est pas tant vu comme un problème pour le gouvernement chinois en ce moment. Alors, révolution culturelle, tout ça par le passé, c'était différent. Mais là, c'est surtout les enjeux de langue chez les Tibétains en exil. Et au Tibet, de l'enseignement du tibétain, c'est autre chose.
Ça, il y a encore des profs qui se font emprisonner encore récemment parce qu'ils ont décidé d'enseigner en tibétain ou de faire valoir que la langue principale des enfants tibétains, ça devrait pas être le chinois, mais le tibétain. Donc voilà, c'est des enjeux selon les localités, selon de quoi on parle. La culture tibétaine au Tibet est plus ou moins en danger. Donc voilà, c'est ça aussi, autant faut prendre de la distance par rapport à ce qu'on montre en exil, autant faut avoir aussi, dans le cas de Bawa, où moi j'ai trouvé, entre guillemets, que ça s'est bien passé, ça veut pas dire qu'il se passe rien de dangereux. La vielle tibétaine rapportée par Chloé continue d'intriguer et d'inspirer les luthiers tibétains de Dharamsala. Depuis ce séjour, Chloé Lukasiewicz poursuit ses recherches sur les Tibétains en exil. Terrain, terrain. Vous avez écouté Secret de terrain, un podcast développé par le média The Conversation France en collaboration avec la revue Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines.